Bonjour à tous. Je suis docteur Timno Bekouti-Jean. Je travaille au CHU Toulouse en France et un centre hospitalier d'Auch et un centre de cardiologie interventionnelle privé au Cameroun. Donc, on m'a chargé de vous faire le cours sur quelques révisions concernant les tachycardies supraventriculaires qu'on sera volontairement sur les tachycardies réentrantes. Euh, je positif qui rappelle un peu la classification des tachycardies supraventriculaires, notamment les réentrantes, où on a bien vu que depuis l'ESC 2019, on a désormais les tachycardies réentrantes qui utilisent l'isthme cavo-tricuspide, dont la plus connue est le flûteur commun ou anti-horaire, et puis le flûteur commun inverse ou le flûteur horaire. On a les tachycardies réentrantes atrioventriculaires qui peuvent utiliser la voie nodale. Donc, les plus connus sont les tachycardies par intranodales de type slow fast, fast fast ou slow slow. On a également les tachycardies jonctionnelles ectopiques et après, on a les tachycardies réentrantes qui utilisent une voie accessoire dans le sens orthodromique ou dans le sens antidromique. Ces mécanismes sont rappelés sur cette diapositive. Lorsque vous avez une voie accessoire et une tachycardie qui descend par la voie nodale et remonte par la voie accessoire, ça vous donne en général des tachycardies dites réciproques, c'est-à-dire avec une relation un ventricule, une oreillette, AQRS fin. Le diagnostic différentiel est bien sûr les tachycardies par réentrée intranodale dans la forme slow fast, c'est-à-dire la descente se fait par la voie lente et la remontée par la voie rapide. Lorsque vous avez une tachycardie réentrante avec une descente par la voie accessoire, une remontée par le nœud atrioventriculaire, ça définit ce qu'on appelle les tachycardies antidromiques, dont le principal diagnostic différentiel est la tachycardie ventriculaire. En ce qui concerne les tachycardies réentrantes atypiques du type fast low, elles définissent en général les tachycardies dites ARP' long, dans laquelle il y a trois principaux diagnostics qui s'opposent, les tachycardies atriales, les tachycardies sur certaines voies accessoires et les tachycardies réentrantes sur des rentrées intranodales atypiques. En ce qui concerne le flûteur, c'est bien sûr une voie co-réentrée de l'isthme cavo-tricuspide qu'on a bien décrit dans les précédents cours, dont la prise en charge repose exclusivement sur l'ablation de l'isthme cavo-tricuspidien. Cette diapositive de l'ESC 2019 reprend un peu la conduite à tenir devant les tachycardies à QRS fin. Lorsque vous avez une tachycardie, donc par définition une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute, QRS fin, donc largeur du QRS inférieure à 120 millisecondes, la première étape, bien sûr, c'est de vérifier si elles sont régulières ou pas. Si la tachycardie n'est pas régulière, vous rentrez dans la case de la fibrillation atriale ou les diagnostics différentiels tels que le flûteur à conduction variable ou encore la tachycardie anciennement appelée atriale multifocale. Si la tachycardie est régulière, la première étape consiste à vous poser la question est-ce que les ondes de P sont visibles ou pas? Si les ondes de P sont invisibles, ça vous ramène directement ici, où vous avez comme premier diagnostic la tachycardie par réentrée intranodale de type slow fast. C'est souvent le diagnostic principal. Vous avez également des possibilités sur les tachycardies atriales, mais c'est rare. Vous avez également les tachycardies dites jonctionnelles ectopiques et vous avez les tachycardies sur des voies accessoires, notamment quand elles sont septales. Si vous avez si les ondes de P sont par contre visibles, vous devez vous poser la question du rapport entre la fréquence atriale et la fréquence ventriculaire. Si vous avez plus d'oreillettes que de ventricules, c'est supraventriculaire, c'est souvent le flûteur atrial, la tachycardie atriale, et rarement la réentrée intranodale typique peut donner ce type de tachycardie parce que, bien entendu, comme il a été énoncé dans les précédents cours, l'oreillette et le ventricule ne font pas partie du circuit dans ce type de tachycardie. Lorsque vous n'avez pas plus d'oreillettes que de ventricules, si vous avez plutôt plus de ventricules que d'oreillettes, il faut penser généralement à des tachycardies septales hautes, la tachycardie jonctionnelle ectopique, mais la tachycardie par réentrée intranodale peut également vous donner ce type d'arythmie. Lorsque vous n'avez ni plus d'oreillettes ni plus de ventricules, vous êtes dans ce qu'on appelle les tachycardies réciproques, c'est-à-dire avec une relation P
R1 pour 1. En ce moment, il faut regarder les intervalles PR et les RP'. Et ça, c'est une classification électrocardiographique. C'est pour ça que vous avez ici le cutoff de 90 millisecondes. Quand le cutoff est inférieur à 90 millisecondes au niveau du segment RP, c'est-à-dire entre la pointe du QRS, entre le début du QRS et le début de l'onde P qui suit le QRS, vous êtes dans ce qu'on appelle les tachycardies RP' court, dont les principaux diagnostics sont la réentrée intranodale typique, la tachycardie atriale focale, la tachycardie jonctionnelle ectopique, la tachycardie sur une voie accessoire septale. Lorsque vous avez un RP' qui est long, c'est-à-dire vraiment long, vous êtes dans 3 diagnostics différentiels et par ordre de fréquence, vous avez souvent la tachycardie atriale focale, les réentrées sur certaines voies accessoires, dont la plus connue, c'est la voie accessoire à conduction rétrograde dégrémentielle qu'on appelle la PJRT, anciennement appelée par les Français tachycardie de Koumel. Et vous avez les réentrées intranodales atypiques de type fast slow. Et au milieu, pour les RP' qui ne sont ni très longs, mais ni très courts, c'est plutôt intermédiaire, vous avez en première intention les voies accessoires, en deuxième intention la réentrée intranodale atypique dans laquelle on met la tachycardie de type slow, et ensuite vous avez les tachycardies atriales focales. Donc c'est quand même un diagramme qui est assez important, c'est vraiment la base du diagnostic du raisonnement électrocardiographique devant les tachycardies dites réciproques. Je parlerai brièvement du flûte atrial. C'est une macro-réentrée de l'isthme cavo-tricuspide. L'ablation peut se faire en rythme sinusal ou en flûteur. Le post-pacing intervalle permet de confirmer le caractère isthme dépendant du flûteur, donc pensez à le faire. Et quand vous faites l'ablation, le endpoint, c'est-à-dire le succès de votre procédure évalué sur le retour en rythme sinusal sur le patient en flûteur, la création d'une ligne de bloc, la création d'une ligne de double potentiel le long de l'isthme cavo-tricuspide, mais surtout la confirmation d'un bloc bidirectionnel. Toujours garder en mémoire que le taux de succès il est de l'ordre de 95%, donc il ne faut pas hésiter à proposer cette stratégie thérapeutique par opposition aux antiarythmiques au long cours. Il faut quand même savoir que les endpoints sont importants. Vous avez 30% de récidive si vous vous contentez d'arrêter le flûteur seul sans vérifier les autres critères de succès. Il faut savoir toujours qu'en fin de procédure, vous devez attendre 15 à 25 minutes et recontrôler les critères, ça réduit le taux de récidive. Ici, je vous ai mis quelques électrocardiogrammes de tachycardie supraventriculaire, plutôt régulière, avec une activité en taux adusine ou en dents de scie en inférieur et positive en V1 qui signe un peu le diagnostic électrocardiographique du flûteur. Alors, une fois que vous êtes en salle de cathétérisme devant une tachycardie pareille, la première étape consiste à mesurer le cycle de l'arythmie. Ici, il est mesuré à peu près à 238 millisecondes. Une fois que vous avez mesuré le cycle de l'arythmie, il faut confirmer le caractère isthme dépendant de l'arythmie. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un PPI. Et quand vous faites un PPI, vous vous mettez à peu près 10 à 20 millisecondes plus rapide que l'arythmie. Donc, il faut capturer l'oreillette, vous entraînez proche de l'isthme cavo-tricuspide, vous vérifiez que l'entraînement que vous faites, il est efficace. Donc, il faut accélérer la fréquence atriale, comme vous le voyez ici, sans modifier la morphologie des oreillettes. Et à l'arrêt de l'entraînement, vous vérifiez le post-pacing intervalle. Donc, pour mémoire, le cycle du flûteur était autour de 250 millisecondes. Et là, ici, on fait un PPI dans l'OD latérale basse. Vous voyez qu'il est exact. Et j'avais fait exprès un PPI dans le sinus coronaire pour que vous voyez la différence quand on stimule loin du circuit du flûteur, comment le PPI il est beaucoup plus long que quand on stimule proche du circuit du flûteur. Une fois que vous avez fait ça, vous réalisez votre ablation, vous arrêtez le flûteur en cours de tir, comme vous le voyez là, mais surtout, il faut vérifier les critères. Alors ici, comme on l'avait vu dans le cours sur le flûteur, il y a le bloc horaire, c'est-à-dire que vous stimulez avec votre cathéter d'ablation, là, ici le train de stimulation, et vous regardez la séquence de dépolarisation atriale. Donc, si vous avez votre sonde sur la paroi latérale de l'oreillette gauche, quand vous allez stimuler de là, si l'isthme est bloqué ici, donc bloqué dans le sens des aiguilles d'une montre, du coup on parle de bloc horaire, l'oreillette va s'activer du proximal vers le distal, comme c'est fait là. Donc, ça, c'est le bloc horaire. Et après, il faut vérifier le bloc anti-horaire.
la création des doubles potentiels, là, vous les voyez, il y a des doubles potentiels bien visibles sur le cathéter d'ablation. Ça signifie que quand vous faites un premier stimuli, l'oreillette se dépolarise, vient bloquer sur l'isthme cavo-tricuspide et la seconde partie de l'oreillette se dépolarise en contralatéral. Donc, pareil, là, quand vous stimulez là, du distal, il y aura un premier potentiel qui va venir bloquer sur l'isthme cavo-tricuspide, qui sera le P1, et vous allez avoir un deuxième potentiel qui va faire le tour pour venir dépolariser l'oreillette, qui sera le P2. Et après, il faut faire une stimulation différentielle entre le proximal et le distal pour vérifier qu'il y a bien un bloc anti-oreille, parce que ça a bloqué dans ce sens, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est un autre exemple de flûteur. C'est toujours pareil. Première étape, PPI, toujours vérifier que vous entraînez le flûteur, que vous avez bien confirmé le caractérisme indépendant, vous faites l'ablation, vous confirmez le bloc oreille comme ici, vous confirmez le bloc anti-oreille en stime différentielle. Ça, par exemple, c'est un exemple de flûteur ablaté. Et après avoir pris le cycle, confirmé le caractérisme indépendant, vous arrêtez le flûteur et vous créez des doubles potentiels comme ça. Mais quand vous mappez sur le long de l'isthme, vous remarquez que les doubles potentiels, ils semblent fusionner. Donc, vous avez les doubles potentiels, mais vous n'êtes pas satisfait parce que si vous vous rappelez des diapositives précédentes, il y avait bien une différence entre le P1 et le P2. Et quand vous faites vos critères, vous voyez que quand vous stimulez du cathéter distal, vous n'avez pas une activation proximale vers distal, mais vous avez une activation distale vers proximale. Ça veut dire que le bloc n'est pas fait. Pourtant, le flûteur, il est arrêté. Donc, il faut bien venir mapper le long de l'isthme cavo-tricuspide, chercher où se situe le gap. Par exemple, vous voyez ce beau potentiel bien identifié avec cette fusion et ce potentiel un peu sharp. Vous tirez dessus et vous voyez comment vous séparez les potentiels d'un battement à un autre. Et là, vous retestez vos critères, vous voyez que le bloc horaire, cette fois-ci, il est bien fait. Donc, très important, l'arrêt du flûteur ne suffit pas. Il faut confirmer les blocs bidirectionnels. Ça vous ramène à uniquement 3 à 5 de récidive contre 30 de récidive sur l'arrêt du flûteur. Alors, en ce qui concerne l'exploration des autres formes de tachycardie, vous avez par exemple cette tachycardie-ci, régulière avec une activité atriale bien identifiée en V1, très positive. On suspecte positive en D2, D3. Ça ne fait pas très flûteurisme dépendant. Comment explorer ce type de tachycardie? C'est à l'exploration endocavitaire, seul même principe, seul PPI. Vous prenez le cycle de la tachycardie 256 millisecondes et vous mappez. Vous faites un PPI à droite, dans la paroi latérale de l'oreillette droite. Vous faites un PPI dans le sinus coronaire et vous regardez où le PPI est le plus court. Et quand vous faites votre PPI, toujours vérifier que vous entraînez la tachycardie. Parce que l'une des premières causes de faux PPI, c'est le fait de ne pas capturer l'arythmie. Et donc, l'intervalle post-stimulation, il sera d'office faux. Alors, ça, par exemple, c'est une arythmie qui a été mappée. Vous voyez sur la paroi latérale de l'oreillette gauche, de l'oreillette droite, le PPI, il est à 594. Alors que quand on fait dans le sinus coronaire, notamment la partie médiane du sinus coronaire, il est autour de 314 millisecondes. Donc, ce n'est pas un flûteurisme dépendant, c'est probablement une tachycardie de l'oreillette gauche. Et si vous vous rappelez un peu dans le cours du docteur Bradley, il vous a présenté cet algorithme-là qui vous permet de définir, de situer un peu les différents sites de tachycardie atriale avec une activité hautement positive en V1 comme ça, positive en inférieur. Vous êtes à peu près soit une veine pulmonaire, soit la crista terminalis. Ici, plutôt une veine pulmonaire a priori. Alors, on va passer dans les tachycardies réentrantes. La réentrée est intranodale. Alors, quand vous voyez cet ECG, il est un peu caractéristique et assez typique. Je pense que chacun de vous l'a d'avoir vu quelques fois dans sa vie. La description, elle est bien sûr toujours sémiologique. Vérifiez toujours la vitesse de déroulement, les basiques de l'échocardiogramme. Il s'agit d'une tachycardie régulière, QRS fin, a priori réciproque, avec une relation une oreillette pour une ventricule, activité négative en inférieur, pointe AVR, là, et probablement en V1. C'est à peu près sûr que vous êtes dans une tachycardie par réentrée intranodale, mais de façon synthétique, toujours parler d'une tachycardie régulière, réciproque, à RP' court, et vous ouvrez votre case de diagnostic de l'ESC dans laquelle vous épluchez vos différents algorithmes.
C'est très important. Et une fois, ça c'est un deuxième électrocardiogramme. Celui-ci, c'était celui d'un nouveau-né. Il avait 6 mois de vie et qui présente une tachycardie comme ça, qui est incessante. Et donc, si vous devez décrire cet électrocardiogramme, il s'agit d'une tachycardie régulière, QRS fin, réciproque, avec un intervalle entre le QRS et le P bien identifiable ici, qui est long, qui fait plus de 90 millisecondes. Donc, vous êtes dans les diagnostics de RP' long. Et dans les diagnostics de RP' long, si vous intégrez le caractère enfant 6 mois d'âge, tachycardie incessante, ça vous oriente très probablement vers une tachycardie sur une voie accessoire, dont la plus connue à cet âge est la PGRT ou la tachycardie de Coumadin. Alors, quelques rappels sur ce type de tachycardie. Il faut toujours commencer, et ça, si vous reprenez les 60 pages des recommandations de l'ESC 2019 sur les tachycardies supraventriculaires, vous verrez qu'il y a puisque elles ont quand même été faites par un excellent électrocardiographe, c'est un excellent clinicien, en personne de Brugada. Vous verrez quand même qu'il y a une grosse part pour l'anamnèse, le terrain et l'anamnèse. Donc, c'est très important quand il ne faut pas d'emblée se jeter sur l'électrocardiogramme, il faut regarder le terrain. Quand vous avez un patient adulte qui a une chirurgie cardiaque, une fermeture du CIA, une atriotomie, une ablation de fibrillation atriale, souvent, c'est peut-être de la tachycardie atriale. Si vous avez un adulte jeune, de préférence une femme, avec une longue histoire de tachycardie qui évolue de façon paroxystique, c'est souvent une tachycardie atrioventriculaire par réentrée intranodale. Mais il faut aussi savoir que ces tachycardies peuvent survenir sur des personnes âgées avec la caractéristique qu'elles sont plus lentes. Et quand c'est chez le nourrisson, parfois chez l'adulte jeune, c'est souvent des tachycardies sur des voies accessoires. Et pensez à la PGRT ou la tachycardie de Kummel si ce sont des tachycardies incessantes et qui souvent se présentent avec un tableau de cardiomyopathie rythmique. À l'interrogatoire, recherchez le début et la fin de l'arythmie. C'est très important. Lorsque c'est un début brutal, ça oriente souvent vers un mécanisme type réentrée. Mais il faut savoir qu'une tachycardie atriale focale reste possible. Toujours vous interroger, poser la question sur l'émission en post-crise de tachycardie. C'est très important parce que souvent les tachycardies réentrantes s'accompagnent d'une polyurie post-crise qui est en fait liée à l'étirement des fibres myocardiques atriales et à la synthèse de l'AMP. Regardez le comportement de la tachycardie. Si vous avez des phases d'échauffement et de refroidissement, ce que les anglo-saxons appellent warm-up, cool-down, donc des accélérations en début de tachycardie et des ralentissements en fin de tachycardie, c'est très évocateur de la tachycardie atriale focale. Et s'il y a l'électrocardiogramme de surface, c'est une extrasystole atriale qui démarre la tachycardie avec un allongement brutal du PR. C'est très souvent évocateur d'une réentrée intramodale. C'est possible sur les tachycardies atriales focales, mais il faut souvent savoir que l'allongement, il est progressif dans les tachycardies atriales focales. Il y a un phénomène de Wenckbach sur les voies de conduction lié à l'accélération de l'oreillette. Si la tachycardie commence sur une extrasystole ventriculaire, il faut souvent penser que c'est probablement une tachycardie sur une voie accessoire, peut-être sur une AVNT atypique, et c'est exceptionnel, voire rarissime sur les tachycardies atriales focales de démarrer par une extrasystole ventriculaire. Pensez, si élargissement des QRS au cours de la tachycardie, c'est très important. Pensez à mesurer la fréquence lors de l'apparition du bloc de branche. Si vous avez un bloc de branche accélérateur, ça ne veut rien dire, absolument rien. Si vous avez un ralentissement de la fréquence cardiaque quand il apparaît le bloc de branche, c'est le diagnostic, il est à peu près certain. C'est une réentrée sur une voie accessoire avec une voie accessoire qui se situe du côté de la branche bloquée. Une fois que l'anamnèse a été faite, l'examen physique, le diagnostic électrocardiographique, pensez aux manœuvres. C'est une belle part dans les recommandations de l'ESC. Ça, c'est par exemple l'électrocardiogramme de l'enfant de 6 mois que je vous avais présenté. Et vous voyez, sur cet électrocardiogramme, la tachycardie s'est arrêtée sur une extrasystole ventriculaire. Comme vous voyez, on a dit souvent, c'est des marqueurs de voie accessoire. Et alors, comment se fait un test à la striatine devant une tachycardie? C'est très important. Il faut faire 1 à 2 ampoules en flash
injection rapide, rincez la seringue une fois que vous avez injecté et purgez la voie. La première cause de non-réponse à la striadine, c'est une mauvaise injection, en général. C'est ça, dose inadéquate ou mal délivrée. Et si vous n'avez pas de réponse alors que l'injection a été faite, c'est possiblement une tachycardie septale haute. Ça donne des QRS fins, ça donne des tachycardies réciproques, comme on l'a vu dans l'algorithme. Si vous avez à l'injection de la striadine une accélération, un ralentissement, puis une réaccélération, c'est peut-être une tachycardie sinusale, vous savez qu'il y a les réentrées parasinusales, ou alors c'est une tachycardie automatique focale, qui sont dites adénosine sensible, ou alors une tachycardie jonctionnelle ectopique. Si vous avez un arrêt brutal de la tachycardie à l'injection de striadine, empiriquement, on a dit que c'était un marqueur de réentrée intranodale. Il faut savoir que même sur une voie accessoire, la tachycardie peut s'arrêter sous striadine parce que, comme vous l'avez compris, sur une voie accessoire, il y a un maillon faible puisque la tachycardie utilise la voie accessoire dans un sens et utilise le nœud AV dans l'autre sens. Donc, quand vous faites la striadine, même si c'est sans effet sur la voie accessoire, ça peut interrompre la tachycardie en jouant sur le nœud AV. Et lorsque vous avez une persistance de l'arythmie, mais une apparition d'un bloc de haut degré, c'est souvent lié au flotteur ou alors à une tachycardie atriale. Alors, on va arriver dans les manœuvres électrophysiologiques. Il faut savoir qu'il y a bon nombre de manœuvres électrophysiologiques. Je vous ai présenté ici de façon sommaire un peu l'ensemble de tout ce qu'on peut faire, mais après, je vous ferai une petite synthèse de ce qu'on fait en pratique clinique au bloc opératoire. Alors, le cut-off sur l'électrocardiogramme, c'est 90 millisecondes, mais en général, en tracé endocavitaire, le cut-off est de 70 millisecondes. Lorsque vous avez un cut-off à moins de 70 millisecondes, en général, il faut penser que c'est une réentrée intranodale. C'est possible que vous ayez une réentrée sur une voie accessoire septale avec un cut-off inférieur à 70 millisecondes, mais on pense qu'en général, quand plus le verre est court, voire 30-40 millisecondes, plus c'est une réentrée intranodale et moins c'est une voie accessoire. Lorsque vous avez un VA qui est supérieur à 70 millisecondes, il faut bien sûr penser à les trois diagnostics qu'on a évoqués. Alors, la séquence d'activation, on a longtemps évoqué dans les cours ici, les activations dites concentriques qu'on opposait à des activations dites excentriques. Et dans les activations dites concentriques, il ne faut pas confondre avec l'activation en chevron. C'est pas pareil. C'est pas parce que vous voyez un C que c'est concentrique. L'activation concentrique, c'est une séquence endocavitaire. Et cette séquence endocavitaire, c'est l'UIS, c'est le sinus coronaire proximal, c'est l'UIS, le ventricule, le sinus coronaire proximal distal et l'oreillette. Donc, ça forme une sorte de demi-arc qui descend par les voies de conduction en empruntant l'UIS, remonte par l'oreillette en se dépolarisant de façon contralatérale avec une primo-dépolarisation du sinus avant l'oreillette native. Et en opposition à ça, on parle d'activation excentrique. Alors, dans les activations concentriques, en général, c'est la réentrée intranodale. Il faut savoir que certaines voies accessoires peuvent vous donner également des activations concentriques. Et par opposition, toutes les autres causes de tachycardie, en général, donnent des activations excentriques. Alors ici, on a parlé du début, ok, on a parlé de la terminaison, ça on a déjà évoqué ça. La relation AV1 pour 1 que vous retrouverez dans les tachycardies réciproques. Dans les tachycardies atriales également, c'est possible, mais également sur les tachycardies atriales, sur des épisodes de ralentissement intempestif de la tachycardie, ça peut démasquer une activité atriale avec un ratio qui peut être à 2 pour 1 et ça signe vraiment le diagnostic de tachycardie atriale. Il existe d'autres manœuvres que vous pouvez faire en tachycardie atriale et il existe des manœuvres dites en tachycardie et des manœuvres dites en rythme sinusal. Ça, je vous ai simplement mis un ramassis de toutes ces manœuvres, mais dans les diapositives qui vont suivre, je vais vous les détailler. Alors, en pratique, qu'est-ce que vous devez faire au bloc opératoire quand vous explorez votre tachycardie, notamment quand vous explorez la jonction AV? La première des choses, vous devez commencer par étudier la conduction atrioventriculaire.
Et des écoles, vraiment, ça dépend des écoles. Un précédent orateur vous a dit qu'il faut toujours commencer par stimuler la cavité contralatérale. Moi, je ne le fais pas en pratique. Et dans mon centre, c'est pas ce qui se fait. On commence par stimuler l'oreillette. On fait des stimulations progressives, peu agressives. On n'a pas peur de la fibrillation atriale. Mais vraiment, c'est très opérateur dépendant et toutes les méthodes se valent. Mais le plus important, c'est d'étudier la conduction atrioventriculaire en antérograde et en rétrograde, c'est-à-dire de l'oreillette vers le ventricule et du ventricule vers l'oreillette. Ensuite, vous déterminez les périodes de réfractaires. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous recherchez une dualité, c'est-à-dire la mise en évidence de deux voies qui peuvent vous conduire dans des sens différents avec des périodes réfractaires différentes. Je rappelle que c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait une réentrée intranodale. Il faut vérifier le caractère décrémentiel. Parce qu'une fois, par exemple, que vous avez mis en évidence le caractère décrémentiel de la conduction ventriculaire vers l'oreillette, vous avez très probablement exclu la majorité des voies accessoires et vous êtes dans un autre mécanisme de tachycardie. Après, il faut essayer de déclencher l'arythmie. Alors, il existe des manœuvres discriminatives. Vous avez des manœuvres discriminatives en rythme sinusal et vous avez des manœuvres discriminatives en tachycardie. Les manœuvres discriminatives en rythme sinusal, c'est surtout la stimulation différentielle, mais c'est surtout efficace pour vérifier l'absence de voie accessoire à condition de stimuler dans la cavité où il y a la voie. Et la stimulation différentielle la plus connue, c'est la stimulation différentielle du ventricule droit pour éliminer une voie accessoire, tout en sachant que quand vous stimulez du ventricule droit de l'apex, vous avez une activité atriale rétrograde qui va emprunter les voies de conduction et avec un certain délai. Si vous stimulez de la base du ventricule droit, s'il n'y a pas de voie accessoire, le délai va s'allonger. Alors que si vous stimulez de la base et qu'il y a une voie accessoire, ben, le délai va plutôt se raccourcir puisque ça va utiliser la voie accessoire pour remonter vers l'oreillette. Après, il y a la stimulation paraïcienne. Dans la stimulation paraïcienne, on vous l'a dit, je crois que si mes souvenirs sont bons, le professeur, je crois, le professeur Aziz, vous avez dit que lui, il ne la faisait pas systématiquement en pratique courante. Vraiment, on la réserve pour les voies accessoires plutôt paraïciennes. Et il y a une méthodologie précise. Il faut positionner son cathéter 1 centimètre au-dessus, en avant de la sonde du His. Il faut stimuler à haute amplitude. Et du coup, quand vous stimulez à haute amplitude, vous allez capturer et la voie nodoïcienne et le myocarde adjacent. Et vous allez donc avoir un complexe QRS fusionné. Et lorsque vous allez arrêter de façon brutale, vous allez baisser de façon brutale l'amplitude, vous allez avoir une disparition de la fusion, vous allez avoir une perte de la capture nodale et vous allez avoir l'apparition d'un QRS large. Et il faut donc, en endocavitaire, vérifier la distance entre le ventricule et l'oreillette rétrograde. Si cette distance ne change pas, Recording in progress. voilà. Si cette distance ne varie pas, si cette distance varie, c'est-à-dire au moment où vous perdez la capture, si vous décalez l'oreillette, il n'y a probablement pas de voie accessoire. Si l'oreillette reste accolée au ventricule, il y a probablement une voie accessoire par ici. C'est une manœuvre qui n'est pas facile à faire. Il faut la reproduire plusieurs fois. Il faut savoir être critique parce que si elle est mal faite, elle va vous donner des faux diagnostics. Et les manœuvres en tachycardie, qui sont probablement les manœuvres les plus importantes, celles qui, la plupart du temps, scellent le diagnostic, vous avez en premier lieu l'entraînement de la tachycardie à partir du ventricule. Alors, quand vous avez une tachycardie réciproque, vous mettez votre sonde dans le ventricule, vous stimulez du ventricule et vous allez avoir une capture ventriculaire avec une conduction avec une conduction vers l'oreillette. Et à l'arrêt, vous allez avoir une reprise de la tachycardie. Il faut
regarder la séquence à l'arrêt de la stimulation ventriculaire. Je vous montrerai des exemples en pratique clinique, ce sera plus digeste. Vous avez l'ESV en période réfractaire du HIS, vous avez le dent d'Aboudier, quelques manœuvres que je vous montrerai. Alors, on va revenir sur ce cas de tachycardie régulière à QRS fin réciproque avec une activité rétrograde négative en inférieur, pointe AVR, tachycardie à RP prime court. Diagnostic le plus probable, femme, longue histoire de palpitation intermittente, c'est une réentrée intranodale, mais quand même, on va se méfier des autres causes de tachycardie à RP prime. Donc, une fois qu'on a la tachycardie clinique, la patiente est admise en bloc opératoire d'électrophysiologie. Elle arrive bien sûr en rythme sinusal. On monte une sonde, on commence par une stimulation antérograde, moi je vous l'ai dit. Alors, ce que vous revoyez ici, c'est un train fixe de stimulation et ça, c'est une extrasystole. Donc, on va stimuler de façon fixe par une sonde qui est positionnée dans le sinus coronaire. Moi, je mets systématiquement une sonde dans le sinus coronaire. C'est une sonde qui peut être quadripolaire ou décapolaire en fonction de si je suspecte une voie accessoire ou une réentrée intranodale. Je mets une sonde bien positionnée au niveau du HIS avec mon HIS bien individualisé. Et donc, je fais un train de stimulation fixe. Je fais un train de stimulation fixe à 600 millisecondes à peu près. Et j'envoie une extrasystole que je vais décrémenter petit à petit pour étudier la conduction antérograde. Et là, quand je fais une stimulation à train fixe, donc vous avez l'oreillette qui est stimulée, le HIS, le ventricule derrière, et j'envoie une extrasystole. Et cette extrasystole, elle va conduire en passant par le HIS et en donnant un ventricule. Et vous allez voir qu'entre une extrasystole envoyée à 480 millisecondes, une extrasystole envoyée à 470 millisecondes, je vais avoir un allongement de 400 à 465 millisecondes. Et si vous vous rappelez bien dans le cours je crois que c'était le cours je ne sais plus qui avait fait le cours, je suis désolé. Et on vous avait parlé d'un saut de conduction, c'est-à-dire un allongement de la conduction de 50 millisecondes pour un décrément de 10 millisecondes de l'extrastimulé. Et donc, c'est ce que vous voyez là. De 480 à 470, j'ai un passage de 405 millisecondes à 465. Donc, il y a 60 millisecondes de plus. Donc, probablement ici, vous étiez sur une voie rapide et là, vous venez de passer sur une voie lente. Et quand vous passez sur une voie lente, regardez ce qui se passe derrière. Vous avez une oreillette qui va s'activer derrière. Regardez bien cette activation. Vous avez HIS, ventricule, oreillette. Et donc, c'est ce qu'on appelle un écho. C'est-à-dire, vous avez eu un saut de conduction. Vous êtes passé de la voie rapide à la voie lente. Et vous avez une remontée par la voie rapide de l'oreillette. Et c'est ce qu'on appelle un écho. Ça signe vraiment le caractère, ça signe la dualité nodale. C'est déjà un premier critère en faveur d'une réentrée intranodale de votre tachycardie. Et vous voyez là, juste en stimulant de façon fixe sur la voie lente, vous réussissez à créer des échos comme ça, c'est-à-dire vous stimulez, vous passez sur la voie lente, vous remontez par la voie rapide en même temps que vous activez le ventricule. C'est cette séquence que j'ai matérialisée ici, voie lente, voie rapide, voie lente, voie rapide. Et ça, ce sont des échos. Alors, vous continuez votre exploration électrophysiologique, vous décrémentez, vous voyez là, à 460, vous réussissez à dépolariser le ventricule, 440, vous dépolarisez le ventricule, et vous voyez que la stimulation est dite décrémentielle. En antérograde, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est pas ce qui importe le plus. C'est plus schématique que vous compreniez. Vous voyez, quand je stimule la lait de 268 millisecondes à 460 d'extrasystole, à 440 d'extrasystole, j'ai 308 millisecondes. Donc, la condition s'allonge progressivement en fonction du stimuli. Donc, c'est ce qu'on appelle un décrément. Et pareil, et après, lorsque vous êtes à 240, vous voyez l'intervalle entre le train de stimuler et le ventricule, il est extrêmement long. Vous avez un spike qui est quasiment dans le ventricule précédent. Vous êtes probablement sur une voie lente. Et après, à 220 millisecondes, vous n'avez aucun ventricule derrière. Donc, vous avez probablement atteint ce qu'on appelle la période réfractaire de la voie lente. Et vous remarquerez que c'est aussi la période réfractaire de l'oreillette parce que derrière ce spike, il n'y a aucune activité atriale. Alors, une fois que vous avez étudié votre condition antérograde, vous avez mis en évidence la présence d'une dualité nodale, d'un saut de conduction, d'une conduction rétrograde avec apparition des échos. Vous stimulez du ventricule.
Une fois que vous stimulez du ventricule, la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce que la conduction est décrémentielle au niveau du ventricule. Et quand vous stimulez, vous envoyez un train fixe à peu près à 600 millisecondes, vous envoyez une extrasystole que vous décrémentez. Vous allez avoir votre extrasystole ventriculaire, l'oreillette rétrograde, l'extrasystole ventriculaire, vous allez à 260, 240, et vous voyez que ça s'allonge progressivement. À 260, on était à 232, à 240, on est à 250. Donc, vous avez une condition rétrograde qui est décrémentielle. À ce niveau, vous pouvez quasiment vous conclure à votre diagnostic, vous êtes à peu près sûr. Vous avez une conduction antérograde décrémentielle, vous avez un saut de conduction, un écho, vous avez une condition rétrograde décrémentielle, vous avez une tachycardie clinique. Donc, en ce moment, ça suffit quasiment pour faire le traitement de la patiente. Ça, c'est ce que moi, j'ai l'habitude d'étudier aussi la période réfractaire du ventricule. Je stimule jusqu'à n'entraîner aucune réponse ventriculaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Alors, ça, regardez un peu comment démarre cette tachycardie. Par exemple, je vous ai tout simplement illustré ici les voies lentes, voies rapides, voies lentes, voies rapides, voies lentes, qui est à l'origine de la tachycardie que vous voyez. Et quand vous avez cette tachycardie, vous pensez au VA. Le VA, c'est la distance entre le V et l'oreillette, et vous pouvez prendre le V de surface et l'oreillette endocavitaire, vous voyez qu'elle est quasiment nulle, cette distance. Vous mesurez la distance entre le V de surface et l'oreillette, fait quoi, 30-40 millisecondes, vous êtes dans un VA extrêmement court. Et lorsque vous êtes dans un VA, il existe des manœuvres en tachycardie. Alors, il faut faire les manœuvres en tachycardie, vous avez la stimulation ventriculaire, et vous avez l'extrasystole en période réfractaire du IS. Vous avez aussi le dandam 10, je ne sais pas si on vous a parlé de cette manœuvre, et pas très utilisée, mais en gros, c'est l'entraînement, c'est la séquence d'activation de l'oreillette au début de l'entraînement ventriculaire. Plus l'oreillette est activée tôt, plus l'oreillette va voir ce soir. C'est pas la manœuvre la plus importante à faire. Les manœuvres la plus importante à faire, on va en parler tout de suite. Vous avez l'ESV en période réfractaire du IS. Alors, comment faire une ESV en période réfractaire du IS? Pour faire une ESV en période réfractaire du IS, il suffit de mesurer la distance entre l'oreillette et le IS. Vous vous mettez à peu près 20 millisecondes au-dessus de cette distance et vous décrémentez une extrasystole ventriculaire pour balayer toute la période isienne. Et en général, quand vous envoyez une extrasystole en période de réfractaire du IS, en fait, si la tachycardie est dépendante du IS, cette extrasystole n'est pas censée modifier l'oreillette qui suit plus que vous êtes en période de réfractaire du IS. Très important. Si vous êtes en période réfractaire du IS et que votre extrasystole décale l'oreillette qui suit, c'est-à-dire que l'extrasystole ventriculaire que vous avez envoyé a probablement utilisé une autre voie que la voie nodo-isienne. Donc, c'est quand même une manœuvre assez importante à faire. Le seul problème, c'est d'être vraiment en période réfractaire du IS. J'ai essayé là d'en faire quelques-unes pour vous de façon illustrative pour ce topo, mais il suffit de ne pas être en période réfractaire du IS. Vous voyez, c'est peut-être pas très visible, mais cette oreillette, elle est légèrement décalée. Normalement, si j'étais vraiment en période réfractaire du IS, cette oreillette, elle tomberait quelque part là. Si on était vraiment en période réfractaire du IS, c'est comme son nom l'indique, en période réfractaire du IS. Donc, si le IS est réfractaire, votre extrasystole ventriculaire ne peut pas modifier l'oreillette puisque ça ne peut pas passer par le IS. Et vu qu'on est en l'absence de voir ce soir, l'extrasystole n'entraînera pas de modification de l'activité atriale. C'est l'extrasystole entraîne une modification de l'activité atriale, notamment prémature l'activité atriale. Il faut penser à une voie accessoire. Mais le piège de cette manœuvre, c'est d'être en période réfractaire du IS. Parce que si vous ne l'êtes pas, elle n'est pas utilisable. Vous ne pouvez pas conclure. Alors, la manœuvre peut-être la plus importante à faire, c'est la réponse à la stimulation ventriculaire. Alors, quand vous stimulez le ventricule, et que vous arrêtez brutalement la stimulation ventriculaire, vous allez avoir une reprise de la tachycardie derrière. Et il vous faut analyser la reprise de la tachycardie à la fin de la stimulation ventriculaire. Et quand vous regardez, vous avez une réponse de type V, A, V, ou plutôt pour les puristes, V, A, H, V. Et quand vous avez une réponse comme ça élimine la tachycardie atriale dans la majorité des cas. Réponse comme ça n'est possible que dans
la réentrée intranodale ou la tachycardie sur une voie accessoire. Et après, vous avez une autre manœuvre discriminative que vous pouvez faire sur cette séquence pour déterminer quel est le diagnostic entre la voie accessoire et la réentrée intranodale. Il suffit de faire ce qu'on appelle le PPI moins le cycle et regardez. Le PPI, c'est l'apparition de l'oreillette en tachycardie à la fin de la stimulation ventriculaire. C'est comme le PPI d'un flûteur. Donc, vous le regardez là, vous le mesurez, il fait 484 millisecondes. Si vous faites la soustraction du cycle de la tachycardie, ça vous donne quelque chose qui est supérieur à 115. Vous êtes probablement dans une réentrée intranodale. Et vous pouvez également faire la différence entre la distance entre le ventricule et l'oreillette en stimulation ventriculaire, du ventricule à l'oreillette en tachycardie. Et si c'est supérieur à 85 millisecondes, c'est un deuxième argument pour dire que c'est une réentrée intranodale. Donc, c'est vraiment la manœuvre discriminative que vous devez faire. Il ne faut pas hésiter à la faire. Elle apporte beaucoup d'éléments supplémentaires en une seule manœuvre. Vous pouvez éliminer une tachycardie atriale et faire la différence entre une voie accessoire et une réentrée intranodale. Il faut bien sûr savoir que ces manœuvres ne sont pas parfaites. On peut éventuellement en discuter plus tard si vous avez des questions. Il existe des causes de faux positifs et de faux négatifs. Donc, ça, c'est la même manœuvre. Alors, une fois que vous avez fait votre diagnostic, vous avez posé votre diagnostic, vous avez réussi à déclencher la tachycardie. Et le déclenchement de la tachycardie, ça peut se faire par des simples trains d'extra-stimuli à l'état basal ou cis-visuprel pour améliorer la perméabilité du nœud AV. Je ne vous reprends pas les cours sur l'anatomie du nœud AV, mais il faut savoir que, en fait, vous avez ce qu'on appelle le triangle de corps. Le triangle de corps, c'est à peu près cette zone où vous avez l'ostium du sinus coronaire, la valve de la tricuspide, et vous avez le sommet ici. C'est cette zone triangulaire-là, ici, qui s'appelle le triangle de corps. Et vous avez, en général, à l'ostium du sinus coronaire, un peu interne, vous avez le passage de la voie lente. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire l'ablation. Alors, plusieurs écoles s'opposent. Il y a des écoles qui partent de postérieur au sinus coronaire et remonte progressivement jusqu'à retrouver un potentiel à peu près acceptable. Il y a des écoles qui partent du IS. Moi, je suis plutôt de celles qui partent du IS, qui mappent tout le long du triangle pour descendre jusqu'à un potentiel que je considère comme potentiel cible. Et dans le cours qui vous a été fait sur les ablations des tachycardies par intranodale, on n'avait pas pu vous présenter des potentiels cibles. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Alors, il faut savoir que les potentiels cibles, il y en a à peu près 2, mais franchement, c'est très débattu. On les utilise pour faire des ablations, mais on sait aujourd'hui, et c'est bien reconnu, qu'on n'a pas compris parfaitement comment fonctionne le nœud AV. On n'est pas sûr de ce qu'on identifie comme un potentiel en général. 2 auteurs ont travaillé dessus, l'un publié dans Circulation en 1992, Eisager, et l'autre publié dans le New England, Jackman. Eisager évoquait ce qu'on appelait le potentiel lent, et Jackman a parlé de potentiel de voie lente. Alors, Eisager, il pense que, effectivement, quand vous avez un rapport entre l'oreillette et le ventricule avec une petite oreillette, un gros ventricule, on parle d'un rapport inférieur à 0,5, avec un émoussement du potentiel comme ça, comme c'est ici, ou alors ce potentiel un peu plus sharp, là, un peu comme une selle. C'est le potentiel long d'Eisager, et c'est probablement le potentiel cible sur lequel il faut tirer. Donc, je vous ai remis ces 2 papiers, d'Eisager et de Jackman, qui avaient identifié un peu ces différents potentiels qui sont à peu près ceux sur lesquels il faut se baser pour faire l'ablation. Eisager, c'était plus un potentiel dit anatomique, alors que Jackman, c'est plus un potentiel dit électrophysiologique. Et quand vous commencez l'ablation, bien sûr, il faut, dès commencer l'ablation, il y a apparition d'un rythme jonctionnel. Vous voyez, apparition d'un rythme jonctionnel, c'est très bien. Alors, faites très attention. Un rythme jonctionnel, il faut faire extrêmement attention. Un rythme jonctionnel, c'est un rythme jonctionnel avec une oreillette derrière. Si vous voyez un rythme jonctionnel sans oreillette, vous avez un demi-milliseconde pour arrêter, parce que si vous n'arrêtez pas, vous passez en VAV.
Et donc, c'est vraiment une ablation de précision. Il faut la faire entre 25 et 30 watts, pas plus. Bien se positionner. En radiofréquence, vous avez 2 minutes d'ablation. En cryothérapie, vous avez 4 minutes de 2 applications. Bref, en fonction des écoles, vous faites l'ablation. Et en gros, et après avoir fait l'ablation, il faut vous baser sur les critères que vous aviez au début de l'exploration pour déterminer vos critères de succès. Si par exemple vous aviez une tachycardie inductible, il faudrait que la tachycardie ne soit plus inductible. Ce qui est, par exemple, admis, c'est comme endpoint, si vous avez un écho, si vous avez un saut, c'est pas grave. Un saut, un écho, c'est tolérable. Le plus important, c'est que la voie lente ne soit plus capable de conduire en un pour un. Donc, il y a des écoles qui parlent de la modulation de la voie lente. Nous, on fait l'ablation de la voie lente, mais en général, il faut que la voie lente ne soit plus capable de conduire en un pour un. Si vous avez en stimulation antérograde une voie accessoire qui passe en 20 bac et n'est plus capable de soutenir une conduction un pour un à l'état basal comme Césuprel, vous avez probablement suffisamment endommager la voie lente pour qu'elle ne puisse plus entretenir de tachycardie. Toujours garder à l'esprit que c'est une tachycardie bénigne qui met rarement en jeu le pronostic vital, qui répond aux médicaments, dont le traitement excède l'ablation, dont l'ablation excède le traitement définitif, mais qui a quand même un risque de BAV qui n'est pas nul. Les séries parlent de moins d'1%, mais c'est très opérateur dépendant, c'est très expérience dépendant. Et c'est une procédure qui est relativement brève. Cette procédure, elle date de 2 semaines à peu près. Je l'avais faite en 45 minutes, 14 minutes de scopie, avec des bons critères de succès. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter sur les visions concernant le diagnostic et tachycardie supraventriculaire. Merci.